We want to break free. Nous voulons nous libérer des normes fondées sur le genre, de la stigmatisation, des discriminations et de cette société cis-hétéro-patriarcale. Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Tuller, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je représente Amnesty International France et aujourd'hui c'est moi qui suis chargé d'animer cette rencontre autour des droits des personnes trans. Et pour cette rencontre, je vais vous demander de ne pas faire de photos de nos intervenants et de nos intervenantes pour respecter leur droit à la vie privée et le droit de contrôler leur image. C'est aussi une question de consentement. Merci au Festival d'Avignon d'organiser cette rencontre dans un contexte politique d'incertitude, d'inquiétude, de difficulté. Mais c'est plus que jamais important de parler de cette question, des questions des droits humains, des questions des droits des personnes trans, des droits des personnes non-binaires. Aussi parce qu'on vit partout dans le monde une panique morale transphobe, une résurgence des rhétoriques particulièrement hostiles aux droits des personnes trans. C'est ce que montre le rapport annuel d'Amnesty International que chaque année on publie au mois d'avril, qui montre qu'aujourd'hui les mouvements réactionnaires à travers le monde instrumentalisent la transphobie ou les questions trans pour s'attaquer à l'ensemble des droits humains, mais particulièrement aux droits des femmes, des filles et de toutes les personnes LGBTI+. Donc c'est l'objet de cette rencontre et donc je suis très content qu'on puisse aujourd'hui l'échanger et j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné aujourd'hui de trois intervenants et intervenantes incroyables. Paul Belpreciado, bonjour, tu es activiste, écrivain. Lola Arias, metteuse en scène, autrice. Maria Galindo, activiste. Et on a la chance aussi d'avoir une traduction simultanée que je remercie déjà aujourd'hui. Et peut-être pour commencer cette rencontre, je vais donner la parole à toi, Paul, pour nous parler d'Orlando, qui sera diffusé demain dans le cadre du Festival d'Avignon à 15h, il me semble. Et je vous invite tous et toutes à y aller. Mais peut-être que tu peux aussi nous expliquer, parce que peut-être que les personnes qui te connaissent plus en tant qu'écrivain, pour ce que tu as écrit, plus pour ce que tu as réalisé. Alors, comment est né Orlando et pourquoi tu as eu envie de raconter ta biographie politique? Bon, merci tout d'abord en fait pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici et surtout en fait en compagnie de Lola et de Maria. Maria c'est une amie de longue date en fait, et quelqu'un qui est pour moi très important en fait dans les politiques transféministes internationales en fait. Et je dirais justement au-delà et contre les divisions et les définitions des nations-États qui aussi nous préoccupent aujourd'hui énormément en fait en Europe, pas uniquement en Amérique latine mais aussi en Europe. Donc je suis très content d'être là et je suis content aussi de quelque part en fait être parmi vous dans une assemblée que je pense en fait toujours comme assemblée politique, parce que si nous sommes là ensemble en fait quelque part, nous sommes aussi en fait une assemblée politique dans une date comme celle-ci, c'est-à-dire avant cette élection qui se présente d'emblée en fait comme un coup d'État démocratique, soi-disant. Et donc c'est très très important de parler, de rester actif, évidemment de voter demain, mais déjà en fait d'en parler. Donc merci aussi pour cette invitation et ravi aussi d'être avec Lola dans ces débats. En fait, bon, je vais vous parler un peu aussi d'Orlando, puisque nous sommes là aussi pour parler de ce que nous avons fait. Et quelque part, en fait, pour moi, Orlando, c'est un film activiste. Bon, là, vous savez, en fait, un des acteurs du film, c'est mon chien, et qui vit un peu sa vie en dehors du débat. Okay. En fait, vous me connaissez peut-être en fait par mes écrits. Je suis philosophe et pour moi, l'écriture, c'est de l'action directe. Pour moi, l'écriture, en fait, c'est une forme d'activisme. Et dans cette tâche, en fait, d'inventer des nouveaux langages, une nouvelle grammaire, pour essayer de penser une réalité autre, une réalité différente à celle qui a été proposée par la taxonomie raciste et binaire de la modernité coloniale. Donc cette tâche-là est pour moi une tâche épistémologique et philosophique. Et moi, je suis en principe, en fait, je veux dire, un écrivain comblé. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait que l'écriture est si vous voulez, une technologie en fait très accessible
terriblement économique en fait, c'est-à-dire on n'a pas besoin des grands moyens en fait pour se servir de ces technologies-là. Et donc j'étais quand même, et je suis encore un écrivain convaincu et content d'être écrivain. C'est-à-dire que je n'avais pas en fait envie de faire du cinéma. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens que je rencontre en fait, qui au long des journées me disent oh, mais j'ai tellement envie de faire un film, etc. Pour moi, le cinéma était et toujours en fait l'industrie culturelle dominante, hégémonique en Occident. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas particulièrement envie de participer à cette industrie. Mais quelque chose de totalement étonnant est arrivé, c'est-à-dire que en fait la plateforme et télévision franco-allemande Arte est venu me chercher pour me dire en fait qu'ils avaient envie de faire un biopic sur ma vie. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai eu une espèce de crise cardiaque en fait, si vous voulez. Je me suis dit, d'une part, je ne suis pas, j'ai 50 ans, mais je me suis dit, je ne suis pas totalement ni vieux ni mort en fait pour que quelqu'un s'épanche en fait sur ma question pour faire un film. Mais aussi, au-delà de ça, en fait, pour moi, ce qui était important en fait, c'est quel récit, qui allait raconter ma vie, à partir de quel point de vue. En tant que personne trans, en tant que personne non binaire, en tant que personne en fait avec une trajectoire transféministe, politisée, etc. Je voulais absolument pas que quelqu'un, soi-disant un réalisateur, une réalisatrice en fait, commence à raconter ma vie. Et là, on peut commencer à penser aussi collectivement. Qu'est-ce que c'est une vie et comment on la raconte? Si quelqu'un venait vous dire en fait, on va faire un film sur votre vie, comment est-ce que vous raconteriez votre vie? Qu'est-ce que serait important? Donc évidemment, en fait, très rapidement, par exemple, les producteurs d'Arte ont commencé à me dire bon, on va aller en fait à la ville où tu es né, on va raconter en fait comment tu t'es en sorti en tant que personne qui est née en Espagne, en fait, a signé fille à la naissance, ton combat pour la reconnaissance. Moi j'ai dit non, mais c'est pas du tout ça ma vie, il y a encore moins. En fait, si vous voulez raconter ma vie, effectivement, c'est pas la peine d'aller dans la ville où je suis né, à l'école en fait, où j'étais effectivement éduqué ou peut-être déformé en tant que, justement, éduqué comme personne binaire et particulièrement à cette époque en fait en tant que fille, puisque j'avais été assignée fille à la naissance. Enfin, les récits normatifs binaires à partir duquel Arte proposait raconter ma vie, en fait, ne me convenait pas du tout. Et donc, du coup, je suis allé en fait dans une réunion où il y avait des producteurs et des programmateurs d'Arte pour convaincre Arte de ne pas faire ces films. J'ai dit non, il faut absolument pas faire ces films. Mais vous savez, en fait, un peu comme dans les relations hétérosexuelles, plus je disais non, plus ils avaient envie de faire les films. C'était moi, je disais non, il faut absolument pas les faire. Ils étaient là, non, ces films est très important, il faut les faire absolument, etc. Et donc, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais c'était vraiment pour moi, c'était une blague. Je me suis dit, j'ai dit en fait au groupe, si vous voulez faire de toute façon un film sur ma vie, ça sera une adaptation de l'Orlando de Virginia Woolf. Et pour moi, ça c'était vraiment la fin de la conversation. Parce que je me suis dit qu'à ce moment-là, ils allaient dire « Oh là là, mais quelle idée horrible, en fait on arrête là, etc. » Et là, en fait, il y a eu un grand silence dans la salle. Et ils sont dit tous, en fait, mais quelle idée géniale, mais qui va faire ces films? Et le directeur de la programmation d'Arte a dit, mais peut-être Paul pourrait les faire. Et là, effectivement, un peu comme nous sommes nous dans ces sélections-là, je me suis trouvé totalement piégé. Je me suis dit, mais effectivement, si je ne fais pas ces films, quelqu'un va les faire à ma place et le fera en fait avec un récit normatif binaire. Donc pourquoi pas prendre ces films en fait aussi comme une occasion, en fait, comme une expérience activiste et philosophique. Et du coup, en fait, il a répondu oui. J'ai répondu bon bah voilà, je vais faire ces films. Et après, effectivement, j'ai eu un moment, si vous voulez, des collapses psychologiques. En fait, je suis rentré chez moi et je me suis dit mais attends, c'est l'Orlando de Virginia Woolf, c'est-à-dire à peu près les romans d'aventures les plus complexes en fait à adapter au cinéma. Il y a eu déjà une adaptation historique qui est très connue, celle de Sally Potter, qui est extraordinaire, même si, c'est une adaptation que j'aime beaucoup, mais je ne me suis jamais reconnu dans le film de Sally Potter, peu importe, ça c'est une autre discussion. Mais après, en fait, après ces moments, si vous voulez, un peu des perplexités où je me suis dit, mais comment je vais faire ces films? Finalement, j'ai décidé que j'allais faire les films, en fait, avec la méthodologie
aussi bien de l'activisme et de la philosophie, plutôt que la méthodologie traditionnelle du cinéma. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les films. C'était un film qui, pour moi, était une expérience fascinante, mais aussi très difficile à faire, puisque j'ai travaillé avec un tout petit budget. Et ça a pris en fait à peu près 2 ans et demi de ma vie en fait faire les films. Et voilà. Et après, je n'imaginais pas du tout effectivement l'écho en fait que le film allait avoir, y compris à l'international. Et le fait effectivement que peut-être en fait beaucoup de personnes qui vont pas directement lire mes textes plus philosophiques, en fait, finalement peut-être ils vont venir voir les films, et aussi l'expérience collective et politique en fait de voir les films ensemble. Ça c'est quelque chose en fait que pour le coup j'ai appris et j'ai réalisé en faisant les films, et maintenant je me suis dit en fait que c'était une bonne idée finalement de le faire quelque part en fait. Je pense aussi que c'était une bonne idée pour l'avoir vu et l'avoir beaucoup aimé. Et je trouve, enfin, effectivement, je pense qu'il faut de plus en plus, et encore plus dans le contexte actuel, utiliser tous les moyens et l'art aussi pour sensibiliser, pour parler, pour montrer d'autres récits aussi positifs. Parce que bon, quand on parle des personnes trans et des personnes non-binaires, et encore plus à Amnesty International, on parle beaucoup de violations, d'agressions, de harcèlement, de violences, parce que c'est la réalité aussi de beaucoup de personnes trans dans le monde. Mais il manque aussi souvent l'euphorie de genre, et qu'est-ce que c'est de pouvoir vivre aussi sans honte, sans crainte, sa transidentité, sa non-binarité dans un monde plus égalitaire ou plus digne pour tous et toutes, cette vision en tout cas qu'on espère aller. Et du coup, je me tourne vers Lola. J'ai vu que tu avais aussi pris des notes et tu voulais réagir peut-être à ce que Paul avait dit. Mais avant, comment toi, tu as utiliser l'art pour aussi parler des personnes trans, mais aussi des personnes trans les plus marginalisées ou qui subissent d'autres formes croisées, intersectionnelles de discrimination, notamment en prison. Et comment est née ton idée, et à travers plusieurs œuvres, comment tu as voulu raconter cette histoire? No, primero me quedé pensando en quién tiene derecho a contar tu vida, que es un poco la pregunta que hace Paul, y que es una pregunta que como directora y escritora de teatro y de cine documental también es una pregunta que me parece muy pertinente. ¿Quién tiene derecho a contar la vida de quién? Y por eso en mi trabajo intento realmente que esa construcción de esa narrativa sea una narrativa colectiva en la cual las performances participan muy activamente en ese relato. Por eso el teatro que hago, les protagonistas son personas que están sobre el escenario y no hay otras personas que representan su vida. Oui, alors je pensais évidemment... 1, 2, oui. Je pensais évidemment donc à cette question essentielle que Paul posait, c'est-à-dire qui a le droit de raconter une vie, qui a le droit de raconter votre vie. Évidemment, en tant que metteur en scène, c'est une question que je me pose. C'est pour ça que j'ai choisi toujours de faire un récit collectif, et les personnes dont la vie est racontée racontent leur vie sur scène. Elles sont, elles, bien présentes sur scène, et ça me paraît essentiel. En este proyecto en particular es un proyecto que me llevó 5 años y que empieza, en relación a la pregunta tuya, con unos talleres de cine y teatro en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Esos talleres fueron el comienzo o el germen, la matriz de todo el trabajo. Alors, en fait, si on parle du projet que je présente à Avignon, c'est un projet que je mène depuis 5 ans, qui est un projet qui est né, en fait, dans la prison pour femmes de Ezeiza, sous forme d'atelier cinéma et théâtre. Y a partir de ese primer taller y de sucesivos talleres que hice con personas liberadas, empecé a escribir primero una película que se llama Reas, que también se muestra aquí en el festival, y luego, mientras estábamos filmando Reas, el equipo mismo, los performers, dijeron, ¿y qué viene después? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí apareció la idea de continuar el proyecto y expandirlo en la forma de una obra que de hecho cuenta la historia de la libertad, así como Reas es el relato de la prisión.
Oui, donc des ateliers vont naître en fait le projet cinéma. Il va naître un film qui s'appelle Reach et que vous avez la possibilité de voir au festival. Je crois qu'il y a 2 projections, dont la première est lundi matin à 11h au festival Utopia. Et une fois que le film a été terminé, les performeurs ont dit mais alors qu'est-ce qui vient maintenant, Et du coup on a continué, on a élargi le projet en fait à la période, au moment en fait où les personnes sortent de prison et se retrouvent libres. Et comme Réa, c'était le récit en fait d'une période en prison, l'œuvre, le spectacle sur scène se retrouve être le récit du moment de la libération. Porque uno siempre piensa que se cuentan los días adentro, en cuenta regresiva hacia la libertad, pero también aprendí con ellos que también se cuentan los días afuera, porque la libertad no es algo ganado, porque la libertad se lucha cada día. Oui, on pense toujours, quand on réfléchit à la prison, que on doit raconter en fait la période entre les murs, la période d'enfermement et que la liberté... En cuenta regresiva. ¿Cómo di en cuenta regresiva? Un compte à rebours en fait, un compte à rebours, voilà. Voilà, ce qu'on raconte quand on raconte la période de la prison, c'est un compte à rebours vers la liberté. Et parce que on considère que la liberté, voilà, c'est le but. Et en fait, avec ce projet, j'ai appris que la liberté, ce n'était pas si simple. C'était pas quelque chose qui arrivait et qui était donné comme ça avec tout un tas d'éléments. C'est beaucoup plus compliqué. Que c'est une lutte, la liberté. Oui, c'est une lutte, la liberté. Oui. Que chaque jour, c'est une lutte, pour rester dehors. Oui. No, porque es muy importante para mí hablar de eso, porque de hecho el proyecto es sobre expandir esos días afuera. Para que esos días afuera duren para siempre, es que hacemos este proyecto, que es un proyecto que involucró a muchísimas personas, no solo a los performers, sino a abogados, militantes, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, realmente a productores, o sea, hay un trabajo enorme, incluso para que estas personas puedan estar aquí. Porque para que estas personas entren a Francia con antecedentes penales, estábamos aterrorizados, o sea, de que realmente sea posible. Y que estén aquí ya es un acto político enorme, que puedan estar sobre el escenario de la ópera. Oui, le projet, il existe en fait, et il prend tout son sens pour que les personnes restent libres en fait. Et pour que les personnes, les performeurs puissent rester en liberté, pour que leur liberté se poursuive, le projet que nous avons fait a convoqué beaucoup de personnes. Il y a eu des avocats, il y a eu des militants, il y a eu des psychologues, des producteurs, des travailleurs sociaux. Et aussi pour que les personnes, les performeurs, puissent être présents aujourd'hui au Festival d'Avignon. Ça aussi, ça a été un véritable défi, parce que faire venir en France des gens qui ont des casiers judiciaires en France, on avait beaucoup de craintes, en fait, et le simple fait que ces personnes aient réussi à être présentes aujourd'hui au Festival d'Avignon, c'est un acte politique. Merci beaucoup. Et pour faire le lien avec d'autres groupes particulièrement marginalisés, je me tourne vers toi, Maria Galindo, tu es activiste politique en Bolivie, et tu es invitée au Festival d'Avignon, notamment aussi pour parler de ton œuvre Révolution Puta, pour parler aussi du droit des travailleurs et des travailleuses du sexe. Est-ce que tu peux nous parler de comment est née comment tu utilises l'activisme et aussi l'art pour sensibiliser aux droits et pour parler du vécu des personnes qui subissent le plus
ces inégalités ou cette stigmatisation aujourd'hui? No queremos inclusión. Queremos revolución. On ne veut pas l'exclusion, on veut la révolution. Muchísimas gracias por esta invitación insólita al Festival de Aviñón. Estoy muy feliz de poder ver a Paul, que es un gran amigo y mucho más que eso para mí, una voz muy inspiradora. Irónicamente, tengo que conocer a Lola Flores, Lola Arias, perdón, estoy pensando en Lola Flores, la española, a Lola Arias en Francia y no en Bolivia, eso no es casual. Oui, alors merci beaucoup de cette invitation insolite au Festival d'Avignon. C'est un grand plaisir d'être là. C'est un grand plaisir aussi de revoir Paul, qui est un grand ami et qui est beaucoup plus qu'un ami. C'est aussi une voix inspirante. Ironiquement, c'est ici que je rencontre Lola Arias et ça, ce n'est pas un hasard que je la rencontre ici et pas en Bolivie. Bueno, yo no hago teatro, yo no hago cine, yo hago política. Je ne fais pas de théâtre, je ne fais pas de cinéma, je fais de la politique. Soy radialista, grafitera, agitadora callejera, cocinera y todo lo que haga falta. Mensajera y secretaria también. Alors, je fais des graffitis dans la rue, je suis agitatrice de rue, je suis cuisinière et tout ce que je fais, en fait, est quelque chose qui manque. Cuando me invitaron a este debate, yo me rebelé a no hablar sobre violencia, porque ese es un discurso en primera persona. Y yo no soy una persona trans, yo soy desgenerada y un poco degenerada también. A ver cómo lo sabes. A ver. Ah, on va voir. Quand on m'a invité ici, je me suis rebellée parce qu'en fait, je ne voulais pas parler de violence parce que je ne suis pas une personne trans. Je suis une personne non genrée, mais aussi quelquefois dégénérée. Paul, il dit pas ça. Hein. Dégénéré. C'est pas non genré, c'est dégenré. Alors, à dégenré, on va dire ça comme ça. Dégenré. Además, yo fui expulsada del universo de las mujeres hace muchos años por la policía, que cuando me apresa me mete con los hombres, y por la iglesia y por una serie de instituciones. Y en este momento esa expulsión es un lugar importante de libertad que disfruto mucho. J'ai été exclue de l'univers des femmes il y a longtemps lorsque la police, quand elle m'a arrêtée, m'a mise avec les hommes, par l'Église aussi, par une série d'institutions. Hein. Mais cette expulsion a été un lieu important de liberté. Le fait d'être exclu a été un lieu important de liberté. Bueno, Revolución Puta, que es la película que traigo, no es producto de 2 años de trabajo, sino de 20 años de lucha. Porque fue y nació como una respuesta a la frustración de luchar y luchar y luchar y que nada cambie.
Le film que j'amène avec moi, que je montre à Avignon, donc cet après-midi, 15h à l'Utopia, Revolution Puta, n'est pas le résultat d'un travail de 2 années, mais le résultat de 20 ans de lutte, de lutte, de lutte. C'est la réponse qui est née, qui a pris corps dans la frustration de cette lutte qui n'a pas donné de résultat. Eso para empezar, gracias. Ça, c'est pour commencer, merci. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Paul. Tu as commencé à parler de l'importance d'aller voter. Donc je vais en remettre une couche d'aller voter pour protéger les droits fondamentaux, notamment les droits fondamentaux des personnes LGBTI+, et plus largement l'état de droit. S'il n'y avait que l'extrême droite qui s'attaquait aux droits des personnes trans et aux droits des personnes LGBTI+, ce serait peut-être même trop simple. Mais aujourd'hui, on voit bien que partout dans le monde, on instrumentalise la question trans à des fins électorales dans de nombreux pays, en Turquie, en Russie, en Hongrie. Et même en France, cette question trans est apparue dans cette campagne électorale. Et c'est Emmanuel Macron qui a commencé à instrumentaliser cette transphobie en disant que l'autodétermination des personnes trans serait quelque chose d'ubuesque. On en est là aujourd'hui, et du coup j'ai une question très simple pour toi. Comment on fait cette révolution trans? Merci pour la question simple, en fait. Pour des coups, à ce moment-là, bon, heureusement que je suis très bien accompagné, en fait, et que peut-être on va avoir des idées collectives, et avec les intervenantes, en fait, et avec la salle aussi. Non, je voulais dire, en fait, que, par exemple, ces dernières semaines, quand on entend les Fronts nationaux, ou les Rassemblements nationaux, parler des préférences nationales, les gens, on va dire, des centres, des gauches, des extrêmes gauches, etc., sont révoltés quand on dit préférence nationale, puisqu'on a, soi-disant, en fait, on entend qu'il y aurait une partie de la population, soit qui n'appartient pas à la nation, soit, par exemple, les gens qui ont double nationalité, qui, d'emblée, seront exclus des positions institutionnelles ou des pouvoirs, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, de la préférence binaire? C'est-à-dire que nous vivons dans un contexte dans lequel des milliers de personnes ne sont pas reconnues en tant que sujets politiques, ne sont aucune visibilité politique. Par contre, sont visibles, et d'ailleurs hyper visibles, en fait, en tant qu'objet de la violence, en tant qu'objet sexuel ou érotisé, et dernièrement aussi, sont devenus quelque part objets de représentation institutionnelle, de manière encore très normative. Donc souvent, des points de vue de ce que j'appellerais en fait une épistémologie binaire, c'est-à-dire d'un regard qui encore les force à se définir en tant que personne, homme ou femme, tout en leur retirant les droits à la représentation politique. Donc je pense en fait que c'est absolument nécessaire, c'est urgent de se dire qu'on va se politiser collectivement, pas uniquement contre les racismes institutionnels et d'État, mais aussi contre une épistémologie binaire qui force les personnes intersexes, les personnes non binaires, les personnes trans, et d'emblée, tous et toutes et tous. Puisqu'en fait, quand on parle de binarité, ça vous affecte tous et toutes et tous. C'est-à-dire que ce n'est pas la question des luttes en fait, contre ces régimes binaires normatifs, ce n'est pas une question qui nous affecte uniquement, nous, les personnes trans. Nous, on est la partie la plus visible. Et d'ailleurs, en fait, on est dans cet spectre encore de production des pratiques de liberté, alors que la plupart d'entre vous, vous êtes normalisés en tant que personne binaire et vous êtes totalement d'accord avec ça. Vous êtes totalement d'accord avec ça. Ça vous paraît parfait. Il n'y en a aucun problème. Donc, préférence binaire, vous avez un passeport, vous avez accès aux institutions, vous pouvez trouver un travail, vous pouvez trouver un logement, vous pouvez louer une voiture, etc., etc. Enfin, je parle en fait donc des pratiques, si vous voulez, des accès, ce que j'appellerais en fait aux technologies du corps et aux technologies du pouvoir,
vous avez totalement l'accès à ces différentes technologies, alors que tout un ensemble de la population est exclu, mais de manière totalement invisible. Donc je pense en fait qu'il est temps, à côté en fait de la question effectivement absolument révoltante en fait de la préférence nationale, on commence aussi à s'insurger face à cette préférence binaire et à cette épistémologie dominante, en fait, qui quelque part appartient au même régime des connaissances. C'est ça, c'est que à quel moment nous allons être capables, en fait, de comprendre que c'est un seul et même régime des connaissances qui a établi une taxonomie raciale pendant la modernité coloniale et que c'est exactement le même régime aussi qui a établi en fait la reconnaissance politique uniquement de la binarité homme et femme en rapport à une expectative de reproduction sexuelle. Bon, la discussion serait beaucoup plus longue en fait. On pourrait en fait, c'est pas ici les lieux en fait de faire tout un séminaire sur la question, mais effectivement, il y a, pour moi, il y a une vraie question en fait d'émancipation cognitive, parce que c'est en fait comme si vous n'avez pas les droits de décider politiquement parce que vous ne connaissez pas votre propre histoire politique. Vous ne connaissez pas les technologies des pouvoirs qui ont normalisé votre corps, votre capacité reproductrice, votre capacité de jouissance, votre capacité de faire plaisir ou d'avoir des plaisirs avec. Donc tout ce processus, si vous voulez, de normalisation du corps sont absolument inconnus et c'est des processus dont on n'en parle pas, qui appartiennent, de mon point de vue, en fait, aux questions plus larges d'écologie politique, puisque nous sommes, enfin peut-être en fait, vous avez remarqué, nous sommes tout simplement des vivants et des vivantes. Hein. Donc c'est la question en fait de comment les corps, la vie, les corps vivants a été capturé par les technologies des pouvoirs. Et donc, il me semble absolument crucial aujourd'hui mettre encore une fois cette question au centre du débat politique et donc évidemment aller voter. Donc évidemment, faisons usage en fait des outils, même s'ils sont terriblement pauvres, comme on a pu constater dernièrement, mais faisons usage de ces outils et en même temps, faisons un usage aussi maximal en fait et je dirais totalement rhizomatique des autres stratégies en fait des représentations politiques et des productions des subjectivités politiques. Donc il me semble, mais je ne parlerai pas ici, je préfère ne pas en parler, même pas mentionner en fait par exemple quelqu'un comme Macron qui me semble en fait être absolument au-delà de tout débat et de toute question. En fait, je trouve que c'est même pas la peine en fait de parler. Enfin, j'ai déjà écrit un article sur la question, mais je ne parlerai pas ici de Macron. Merci. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Lola pour t'interroger sur la question de la puissance de la communauté pour faire face à des contextes particulièrement hostiles. Et c'est ce que tu racontes aussi dans ton œuvre, c'est comment en prison, en détention, les communautés trans ou les personnes les plus marginalisées peuvent aussi trouver des réponses dans la communauté. Et est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer, est-ce que nous, on n'a pas aussi beaucoup de choses à apprendre de ces personnes qui créent des forces de résistance pour faire face à des contextes particulièrement hostiles? Sí, cuando yo pensaba en cómo escribir una película y cómo hacer una obra sobre la experiencia de la cárcel de mujeres, que es a la vez un espacio completamente queer, porque la cárcel es un sistema binario que está pensado como cárcel de hombres y cárcel de mujeres, pero en realidad la cárcel de mujeres absorbe todas las identidades no binarias. Y eso es importante de pensarlo porque cuando las personas piensan en la cárcel de mujeres siguen pensando de manera binaria y en realidad, de hecho, hay un problema cuando una persona no binaria, una persona trans es detenida, que es que no saben qué hacer con esa persona. Y las personas generalmente,
por ejemplo, Noelia, una de las protagonistas de la obra, es puesta primero en una cárcel de hombres, luego se dan cuenta que es un peligro para esa persona, la meten en una cárcel de mujeres, después se inventan un pabellón trans. O sea, la única solución que el sistema da es una situación de aislamiento. Pero a la vez, en general, es la cárcel de mujeres la que recibe todas las identidades. Oui, quand je réfléchissais en fait à faire mon film, à faire une œuvre à partir de cette expérience dans la prison de femmes, prison de femmes, mais en même temps prison queer, parce qu'il faut penser que la prison, elle est pensée comme un système binaire et que la tendance générale, c'est que toutes les personnes non binaires sont généralement envoyées dans la prison des femmes. Et généralement, il y a un personnage en fait du spectacle qui le dit très clairement. Les autorités carcérales ne savent pas quoi faire des personnes trans. Donc, il raconte ce comédien, cet acteur, son histoire, où il dit... C'est Noelia, oui. C'est Noelia, oui. Si, c'est Noelia, et Noelia, donc, elle raconte que d'abord, elle a été emmenée dans une prison d'hommes. Lorsque l'administration pénitentiaire s'aperçoit que être dans une prison d'hommes, ça met sa vie en danger, donc ils l'emmènent dans une prison de femmes. Finalement, ils vont finir par créer une section d'incarcération pour les personnes trans, ce qui montre bien que, voilà, ils ne savent pas quoi faire, et la seule solution qu'ils ont trouvée avec les personnes trans, c'est de les isoler lorsqu'ils veulent les incarcérer. Pero la realidad adentro de la prisión de mujeres es que hay una gran solidaridad y una comunidad muy fuerte entre mujeres cis y personas trans y personas no binarias, y que eso es una realidad que existe y que excede toda la estigmatización y todo el sistema. Y sin embargo, las autoridades carcelarias todo el tiempo tratan de reprimir esas situaciones. Por ejemplo, las relaciones de amor, las relaciones que existen reales, son totalmente reprimidas adentro del contexto de la cárcel. Oui, la réalité, en fait, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre toutes ces personnes incarcérées, qu'il y a une communauté très forte qui va se constituer avec des femmes, des personnes trans ou des personnes non binaires, et que cette communauté, bien sûr, résiste au système. Et la réponse du système, c'est la répression, par exemple, dans les relations amoureuses. Por eso Reas en realidad es una comedia musical, y el género musical para mí fue una elección muy importante porque justamente quería que esta película y esta obra no fueran una película y una obra que reestigmatice a las personas que estuvieron en un contexto de encierro, sino que les mostrara en su potencia, en su belleza, en su talento y en su musicalidad, porque de hecho muchas de las personas con las que trabajé tienen una relación muy fuerte con la música. Oui, c'est pour ça en fait que à la fois le film et le spectacle sont musicaux, parce que je ne voulais pas en fait stigmatiser les personnes, re-stigmatiser les personnes, et je voulais montrer leur puissance, leur beauté, leur talent, leur musicalité. Y también son historias de amor, porque Reas es una historia de amor entre un chico trans y una chica cis que se conocen en la cárcel, y todo lo que va pasando alrededor de ese amor y de esa comunidad y de esas relaciones que se van creando. Pero para mí era ese como el centro, y muchas veces había como un temor a que no se podía representar de otra manera ese mundo, porque si no estaba negándose la violencia. Y yo creo que justamente es creando otras narrativas que no reproduzcan la violencia, que no muestren la cárcel otra vez como un espectáculo de violencia, que no puede lograr que esas personas luego de la función sean adoradas, porque son adoradas por el público, porque son respetadas, porque sienten que las han visto brillar.
Oui, et évidemment, c'est des histoires d'amour aussi. Rea, c'est une histoire d'amour entre un homme trans et une femme cisgenre qui vont se rencontrer en prison, et puis toutes les relations qu'ils vont tisser autour de leur amour. Évidemment, il y a toujours une peur de dire si on fait une représentation comme ça plutôt positive de la prison, on a toujours le sentiment d'avoir peur et de nier la violence d'une certaine manière. Mais moi, je crois profondément à la nécessité d'offrir un autre récit à l'incarcération, parce que effectivement, les personnes qui sont sur scène après le spectacle, elles sont adorées, respectées, et elles prennent une confiance parce que elles sentent bien qu'elles ont brillé sur scène. Sí, y no quiero decir que no es una representación positiva de la prisión, ojo, atención, porque no es eso lo que quiero decir. Quiero decir que en un contexto de violencia, de opresión, porque las cárceles son lugares de tortura y de violencia, uno puede ver la belleza, el amor, la solidaridad nacida en el medio del desastre, del horror. O sea, no es que vamos a representar la cárcel como un lugar de fantasía. Non, pardon pour avoir dit une représentation positive de la prison, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas de représenter positivement la prison, mais de montrer bien que dans un contexte répressif, dans un contexte qui est violent, puisqu'il y a des tortures, des mauvais traitements, il s'agit de faire le choix d'un récit qui montre la beauté, l'amour et la solidarité qui existent en même temps. Je voulais juste répondre à ça. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Lola. Et je pense que un des éléments en fait qui me paraît fascinant justement de travailler sur et avec la prison, c'est qu'en fait la prison, vous savez en fait que Foucault a beaucoup travaillé sur la prison comme modèle de surveillance dans la société disciplinaire. Mais en fait, ce qui a échappé au regard de Foucault, c'est que la prison est aussi un modèle pour penser notre société binaire. C'est-à-dire que nous sommes en prison. Vous êtes dans une prison binaire. La binarité de la prison, elle s'est produite et s'est reproduite dans toutes les institutions et culturelles, éducatives, sanitaires, constamment, y compris dans le Festival d'Avignon. C'est-à-dire, par exemple, cette table, elle s'appelle Réalité transgenre. Bon, déjà, en fait, je pense qu'aucune personne trans au monde, et les personnes trans sont ici aussi, dit transgenre quand ils parlent d'elle-même. Tu vois, moi, je dis jamais, je ne me lève pas le matin, je me dis, oh, je suis une personne transgenre. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, toutes les autres tables rondes d'Avignon, en fait, ne s'appellent pas réalité cisgenre. Vous voyez bien. Donc, ce qui se passe, en fait... Donc, du coup, l'isolement dont tu parles, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'institution quand elle est confrontée à la différence, à la dissidence, à la critique, au questionnement en fait de ces régimes binaires, c'est l'isolement, l'identification, la suridentification. Exactement ce qui se passe ici. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amnesty International, c'est-à-dire on va jeter des larmes sur les personnes, et avec tout mon respect pour Amnesty International. Mais la question, en fait, c'est justement faire de nous, en fait, une exception identitaire, qu'effectivement, c'est précisément l'établissement, en fait, si vous voulez, de cette exception identitaire qui permet après à la droite, à l'extrême droite, à la gauche aussi, au féminisme le plus raciste qui soit, en fait, précisément de nous stigmatiser constamment et nous instrumentaliser dans les débats politiques. Donc je suis, en fait, si vous voulez, pour une critique transversale des institutions culturelles et politiques et qu'on arrête, en fait, de parler des réalités transgenre, comme si on était quelque chose, en fait, un objet singulier qu'il fallait observer une matinée, en fait, à Avignon, et qu'on commence, en fait, si vous voulez, à débinariser les institutions de l'intérieur, à critiquer la manière dont les représentations et aussi
la segmentation, l'organisation même en fait des activités à l'intérieur des institutions culturelles reproduit ces normalisations binaires. Donc voilà, sortez de la prison, s'il vous plaît. Merci aussi pour cette critique. Et on va mais mais c'est pas une critique parce qu'en fait on travaille avec vous. Oui. Voilà, on anime un débat ensemble demain à 15h, donc venez. Non mais je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'à Amnesty International, on a vraiment la vision d'un monde où chacune peut se prévaloir des droits humains garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les textes internationaux relatifs aux droits humains. Et du coup, je me tourne vers toi. Demande à Maria. Voilà. Dis bien. Et du coup, Maria, j'aimerais bien t'entendre sur cette approche fondée sur les droits, parce que pour en avoir conscience, je sais que c'est souvent aussi interprété et que ça peut être aussi perçu comme problématique, ou ça peut être aussi une approche coloniale. Et voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette approche fondée sur les droits humains? Bueno, yo quiero decir algo antes, ¿no? Yo me rebelé a que este debate no gire en torno de la violencia porque trans, maricas, migrantes, etcétera, etcétera, somos invitados, invitadas, invitades repetitivamente, continuamente, únicamente a hablar desde la violencia y el dolor. Y eso es conservador, me cansa, es reaccionario y no nos permite plantearle al mundo donde sea, Aviñón, la calle, una radio o un parlamento, plantearle nuestros imaginarios sociales y siempre tenemos que estar hablando del dolor. Me cansa. Ouais, alors, comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'ai été invitée à ce débat, je me suis rebellée contre le fait que l'angle d'entrée de notre conversation soit la violence. Car que ce soit les trans, que ce soit les PD, puisqu'elle l'a dit comme ça, les migrants, on est toujours invités continuellement, uniquement, à parler à partir du point de vue de la violence, de la douleur. Et ça me semble conservateur, ça me fatigue, ça me semble réactionnaire. Et pour que vraiment on puisse faire quelque chose, que ce soit à Avignon, que ce soit dans la rue, que ce soit au Parlement, il faut qu'on puisse... que notre imaginaire social puisse être accepté, qu'on le laisse s'exprimer. Ça me fatigue que toujours on nous appelle pour parler de la violence et de la douleur. Quiero decir, yo creo que tenemos que hablar de violencia. No digo que no, pero tenemos que hablar de la violencia institucional, sistemática y cambiar el foco. Basta de usar a las víctimas, nuestras caras, nuestros cuerpos. Hay que hablar del violento, hay que hablar del transfeminicida, hay que hacerle hablar, que hable. Es urgente cambiar el foco. Basta de usar a las víctimas. Basta. Eso es funcional y perverso. Amnistía, por favor. Toma nota. ¿Puedes traducir eso? Oui, je veux dire qu'en fait, bien sûr, il faut parler de la violence, mais il faut parler de la violence institutionnalisée, systématique. Il faut qu'on arrive à changer de point focal. Ça suffit d'utiliser les victimes. Il faut qu'on puisse parler des gens
qui commettent, il faut laisser parler les gens qui commettent les abus, il faut laisser parler ces féminicides. Pas les laisser parler, mais les faire parler. Les faire parler. Voilà. Les faire parler. Merci Paul. Ils vont pas parler tranquille. Ils vont pas parler tout seuls, ouais. Voilà, ils vont pas les faire parler. Les faire parler. Il faut faire parler, Les donc. transféminicides, ouais. Voilà, les gens qui commettent ces abus, les gens qui commettent tous ces crimes sur les personnes trans, sur les personnes féministes, tous les féminicismes, hein, ça suffit en fait d'utiliser seulement les victimes parce que c'est quelque chose de fonctionnel et c'est quelque chose de pervers. Donc, Amnesty, s'il vous plaît, prenez bonne note. Bien, en términos políticos, creo que las democracias, entre comillas, liberales, representativas, occidentales, están en una crisis completa, terminal. Terminal. Basta. C'est même pas la crise, c'est terminal. Y esas democracias liberales, occidentales, representativas, han inventado un modelo de convivencia de derechos por segmentos poblacionales. Y ese modelo de derechos, de convivencia en derechos por segmentos poblacionales, es el problema. Podrías... Si. Oui, en termes politiques, hein, je crois que les démocraties libérales, représentatives, occidentales sont en crise, une crise complète, entière, terminale. Et ces démocraties libérales, occidentales, représentatives, en fait, elles ont inventé un modèle du vivre ensemble qui ne fonctionnait que par segments de population, en fait. Et le problème, c'est ça. Par une segmentation de la population, tu dis comment? Ouais, par segmenter la population pour l'accorder des droits humains. Oui, en fait, c'est des segments de population à qui on a accordé des droits par segment. Voilà, la segmentation. Voilà. Es lo que cuestiona también Paul cuando habla de transversalidad. El problema de las personas trans o de las personas migrantes o de las lesbianas no es los derechos que nos quitan o nos dan y que ustedes tengan lástima o empatía. No, hay que transitar, hay que salir del discurso de derechos al discurso, a la práctica política de la sociedad que queremos. Porque los derechos nos sirven para cuestionar las estructuras de dominación. Oui, et ce à quoi Paul fait référence hein, quand il parle de arriver à être ensemble, hein, quand il parle de transversalité, et quand il s'agit de mêler les gens transgenres, les migrants, les lesbiennes, en fait, il ne s'agit pas d'un droit qui est retiré ou d'un droit qui est donné. Il ne s'agit pas de la manière dont vous pouvez ressentir une certaine empathie ou une certaine peine par rapport à ça. Il s'agit de sortir d'un discours politique pour passer à une pratique politique de la société que nous voulons. Parce qu'en fait,
la question des droits, c'est la question des structures de la société que nous voulons. Non, il faut donc passer d'un modèle... pardon. Voilà, c'est mieux. Donc passer de ce modèle des droits qui sont octroyés ou donnés à certaines personnes, et donc à des personnes avec lesquelles vous pouvez avoir plus ou moins d'empathie, vous, en tant que normaux, en tant que personne ne concernée pas par cette forme de discrimination, vous pouvez être plus ou moins empathique. Donc, ce que dit Maria, c'est passer de ce modèle à un modèle finalement, effectivement, quelque part néolibéral ou libéral, des démocraties libérales occidentales, en fait, des segmentations de la population et octroyer certains droits à certaines personnes, à un autre modèle qui est repensé collectivement quel type ou dans quel type de société nous vivons ou nous voulons vivre ensemble. Ce qui est totalement différent, en fait, que vous segmentez par identité et après vous dire, en fait, bon, à toi, on va te donner un peu de droits, à toi, un peu moins de droits, ou eux, on verra, en fait, à quel moment on va les reconnaître leurs droits. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, comme s'il y avait quelque part, en fait, une échelle dans l'humanité, on va des plus humains à moins humains, et plus descendez dans l'échelle, moins vous avez des droits. Et du coup, en fait, évidemment, il y aurait un combat pour la reconnaissance et les droits humains, mais il y aurait toujours d'autres niveaux de non-reconnaissance, si vous voulez, des dispossessions, ou des captures des droits, ou d'extraction des droits. Y una cosita más, también una tarea para Amnistía. Ayer me llamaba un periodista de la agencia rusa de noticias y me preguntaba y me lo han preguntado muchas veces, esto no es un problema de los rusos, ¿cuán difícil es ser activista, lesbiana en Bolivia? Y yo le decía, igualmente que lo debe ser en Rusia de Putin, o igualmente que debe ser en la Italia de Meloni, o en la Francia de Macron y de Le Pen, juntos. Entonces, hay una visión colonial de las luchas y Amnistía que recuenta muertos, muertas, que recuenta violaciones a los derechos, fomenta el mito de la superioridad moral de la democracia liberal representativa, que es hipócrita. No fomenten esa hipocresía. Basta. Un artista de su obra no podía entrar. Apenas lo logró. Es todos los días la misma mierda. Oui, et une dernière chose, en fait, qui va encore être une tâche pour Amnesty. Hier, j'ai eu un coup de fil, en fait, de l'agence d'information russe qui m'a posé une question qui m'est posée de manière très fréquente, et pas seulement par les Russes. Et donc, ils m'ont demandé si c'était pas difficile d'être une militante lesbienne en Bolivie. Et là, j'ai répondu que c'était pas plus difficile en Bolivie que ça ne l'était dans la Russie de Poutine, dans l'Italie de Meloni, dans la France de Macron et Le Pen. Poser cette question, c'est avoir une vision coloniale des luttes, en fait. Et Amnesty International, qui compte les morts et les violations des droits humains, d'une certaine manière, vous entretenez le mythe de la supériorité morale des démocraties représentatives néolibérales. Et en fait, il faut arriver à changer de vision. Parce que ça, c'est entretenir, en fait, procéder à de tels calculs, c'est quelque chose d'hypocrite, en fait. Gracias, hermano.
Merci pour cette critique, mais je pense que tu as, enfin vraiment, je ne le prends pas du tout personnellement parce que je pense que tu as raison et que c'est pas Amnesty International, c'est pas que moi, c'est un mouvement aujourd'hui de 10 millions de personnes à travers le monde et Amnesty International, comme d'autres ONG, parce que je pense que ta critique, elle s'adresse pas uniquement à Amnesty, mais à toutes les institutions globales, mondiales, qui travaillent sur les droits humains, que pendant longtemps, ça a été un mouvement occidental, un mouvement... en fait, Amnesty, malgré toute sa bonne vertu et malgré la vision du monde égalitaire pour tous qu'on porte, en tant que mouvement militant et militante, on s'inscrit dans cette société systématiquement discriminatoire, coloniale, raciste. Et donc même nous, on a nos propres biais. Mais pour donner une pointe d'optimisme quand même, j'ai l'impression que c'est en train de changer, que Amnesty, ça a longtemps été, pour parler d'Amnesty, mais on va étendre plus largement, mais Amnesty, c'était longtemps basé à Londres et c'était très descendant. Et effectivement, pour travailler sur les questions particulièrement de discrimination, il faut laisser la place aux personnes concernées et ça ne peut pas être un mouvement que descendant. Et donc depuis une dizaine d'années, mais je pense que le mouvement est en train, Amnesty et d'autres sont en train de changer, mais je pense qu'il faut faire plus et entendre ce genre de critiques pour se rapprocher du terrain et laisser une place beaucoup plus importante aux personnes concernées. Donc plutôt merci pour ta critique. Non mais je suis désolé, hein, mais on peut pas parler de nous et de eux, de se rapprocher des terrains. Enfin, c'est ce langage-là en fait qui perpétue la violence et l'exclusion. Donc, je pense qu'à un moment donné, je pense que c'est dur ce que je veux dire, hein, mais Amnesty, vous arrive la même chose en fait qu'à la psychanalyse. Il faut se décoloniser, se débinariser et peut-être ça passe par une transformation totale de votre structure, voire l'abandon. De la même manière que par exemple, ce que je conseille, je suis désolé s'il y a des cliniciens qui sont là, qui pratiquent encore selon la psychanalyse traditionnelle ou la psychiatrie dominante, je vous conseille de fermer les cabinets. Je ne vous conseille pas, de la même manière, en fait, je pense que des institutions comme Amnesty International, c'est terrible à dire, hein, mais je pense qu'il faudrait fermer les cabinets. Et c'est pas la question, en fait, de donner la parole, de se rapprocher des terrains, ou de donner la parole aux concernés. Mais quels concernés, mais de quoi parlons-nous? Nous sommes tous et toutes et tous collectivement concernés par la transformation de notre société. Et donc, il faut arrêter de perpétuer en fait ces exclusions et ces segmentations identitaires. C'est dur parce que ça tombe sur toi. Ça tombe sur moi, mais c'est pas grave. Non, mais j'entends ce que tu dis en plus, mais je pense que c'est aussi le moment de prendre conscience que Amnesty, comme d'autres organisations, c'est aussi des structures de pouvoir, c'est aussi des structures de domination qui perpétuent ces discriminations systémiques. Et donc, je pense que toutes les organisations doivent avoir cette réflexion. Et donc, tant mieux si j'ai la chance d'être le réceptacle de cette pensée, parce que je pense que si on veut changer la manière de parler des droits humains et dans la période qu'on est en train de vivre, je pense que c'est fondamental de réfléchir à la manière dont on veut lutter, de la manière dont on lutte. En France, parce qu'il y a ces élections demain, mais à travers le monde aussi. Et parce que c'est facile à dire à ma place. Moi, je suis une personne cisgenre, je suis une personne blanche, donc j'ai aussi beaucoup de privilèges. Mais tu crois que tu as des privilèges, mais si... J'en ai certains, en tout cas. Mais tu en as certains, mais si les Fronts nationaux, ou le Rassemblement national venaient au pouvoir demain, en tant que personne gay, en fait, tu serais touché aussi. Oui, et toutes les autres seront touchées aussi par la perte radicale des libertés et des subjectivités politiques. Donc c'est ça qu'il faut... C'est-à-dire, on peut avoir deux approches. Une approche, en fait, par minorité exclue, et donc c'est placé dans une position très confortable, c'est la position des privilèges. Je suis là, je suis blanc, j'ai aucun problème, je suis un homme, etc. Et les autres... Donc les migrants, les lesbiennes, les sans-papiers, les noirs, ça c'est une vision. Cette vision-là, comme disait Maria tout à l'heure, est les problèmes. C'est cette vision-là, c'est cette épistémologie-là
qui perpétue les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, pas simplement en France, mais partout dans le monde. Tu demandais tout à l'heure, en fait, tu posais tout à l'heure la question de la révolution trans, une question qui pour moi est très importante, en fait, parce que pour moi, trans, c'est pas uniquement en fait la transition, c'est pas une identité. Moi, je n'ai rien à faire de l'identité. L'identité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est les processus radicaux des transformations politiques. Et c'est pour moi, quand on parle de trans, on parle de ça. Les personnes trans, en fait, sont quelque part font l'expérience radicale, politique, somatique dans leur propre corps de cette transformation. Et donc sont objets, précisément parce qu'ils font ces traversées, sont objets de la violence. Mais les problèmes, ce n'est pas du tout les personnes trans. Les personnes trans ne représentent aucun problème. Les problèmes, c'est la violence d'un système binaire, patriarcal, capitaliste, néolibéral. Donc il ne faut pas se tromper des problèmes. Il faudrait qu'il y ait des tables comme celle-ci dédiées uniquement au patriarcat. Parlons-en. Parlons-en. Arrêtons de parler, arrêtons de prendre les minorités en otage, en fait, et nous faire parler. Et toi aussi, en fait, Sébastien, en tant que, si tu es, en fait, bon élève des droits humains, petit PD, bon élève, des bon, tout va bien, je suis blanc, j'ai aucun problème, ce n'est pas... Non, mais je suis désolé, en fait, je le dis avec amour, parce qu'en fait, je sais que tu es une personne, en fait, impliquée dans la lutte, mais il faut arrêter, en fait. C'est pas du tout comme ça, en fait, que nous sommes aujourd'hui politisé, il faut se politiser collectivement. La question trans n'est pas une question minoritaire. La question du patriarcat, de la domination patriarcale, de la domination binaire, de l'extraction de votre puissance vitale par le capitalisme néolibéral, c'est une question transversale qui nous concerne à tous. Donc la question peut-être, il faut presque inverser la salle. La parole doit être là. Vous devez parler en fait de comment vous êtes à chaque fois. C'est-à-dire quels sont les processus de normalisation que vous mettez en place chaque jour pour éviter de, peut-être, en fait, collectivement, commencer à inventer des pratiques de liberté. Parce qu'en fait, j'en ai marre. À chaque fois, on finit de parler d'identité, identité, identité. Et ce n'est pas ça la question de l'identité. On s'en fout. La question centrale, c'est les pratiques de liberté. Et c'est la question qui va se jouer demain aussi aux élections. Donc, commençons à se politiser collectivement. Je pense que c'est la leçon terrible en fait, que nous donne ce qui se passe ces jours-ci en France, c'est qu'il nous faut transformer toutes les institutions politiques, toutes les institutions culturelles, les institutions écoles, les institutions comme la psychiatrie, comme la psychologie, etc., en assemblées politiques dans lesquelles on commence à parler de comment et pourquoi, c'est-à-dire ce que dit Maria, quel est notre projet de société, comment nous voulons à partir de maintenant produire une subjectivité politique collective. Comment on va faire ça? Donc ça, il faut, à mon avis, il faudrait par exemple pendant 3 ans, pas jeter une larme en disant « Ah, on ne pourra plus faire de théâtre », mais on s'en fout. Je suis désolé, le théâtre est génial, mais on s'en fout. La question, c'est pas on ne fait pas de théâtre, je ne fais pas comme Maria du cinéma pour faire du cinéma. Je m'en fous du cinéma. La question, en fait, c'est fermer pendant 3 ans Avignon en tant qu'institution théâtrale et l'ouvrir comme un parlement politique dans lequel on va pouvoir parler des pratiques de liberté. Voilà. J'aime bien quand Maria rigole, ça veut dire que ça va. Et comme tu le disais très bien, quand on s'attaque aux droits des personnes trans, on voit bien qu'aujourd'hui, s'attaquer aux droits des personnes trans, ça a des répercussions très concrètes, pas que sur la vie des personnes trans, mais sur la vie des femmes, des filles, des personnes LGBTI+, c'est toute la société tout entière. Oui, mais c'est une question de parole aussi. Changeons la manière de parler. Quand on s'attaque aux droits des personnes trans. Je vais te dire une chose, Sébastien, les personnes trans n'ont pas de droits. Non, nous n'avons aucun droit. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis vraiment pour le coup un privilégié, mais un privilégié par mes études. Parce qu'en tant que docteur, évidemment, je peux passer par les psychologues, fermer la bouche des psychologues, fermer la bouche de la loi et obtenir mes papiers. Mais la plupart des gens avec lesquels je travaille au quotidien, c'est des gens qui n'ont aucune reconnaissance politique, ne peuvent pas venir dans ce débat, pas uniquement parce qu'ils sont migrants, mais parce qu'ils n'ont même pas un passeport que leur représente. Donc, il n'y en a pas des droits des personnes trans. La situation est celle-ci. Et par contre, en fait, ce lieu de non-représentation, des dispossessions radicales, est un lieu qui va devenir commun à tous. C'est ça qui est important.
c'est que vous allez vous retrouver dans la même merde que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, la question, c'est que peut-être, effectivement, la manière dans laquelle nous avons travaillé pendant très longtemps dans l'invisibilité, dans la marginalité, va vous intéresser. Les politiques radicales qui sont mises en place pendant la lutte contre les sida et anti-sida sont devenues très intéressantes pendant la pandémie. Mais personne n'a écouté. Mais oui, il y avait des leçons à tirer de ce que nous avons vécu historiquement en tant que personnes avec les sida. De la même manière, la manière dont vous allez être politisé, c'est-à-dire réduit à objet de la nation française à partir de maintenant, parce que de toute façon, Macron le fait déjà, donc peu importe en fait si sera, évidemment c'est encore pire si c'est le Front National ou le Rassemblement National, mais Macron le fait déjà de facto, la manière dans laquelle vous allez être normalisé, réduit à juste, en fait, encore reproductive à l'intérieur de la nation française, ça vous concerne à vous et à moi, et je pense que nous avons quelques conseils à vous donner de comment nous avons été capturés, exterminés, détruits, anéantis, historiquement, et de aussi notre expérience de la survivance, notre expérience de la mémoire collective, de la fabrication des pratiques de liberté à l'intérieur des conditions de subordination et de subalternité. Donc la question, ça va se poser immédiatement aujourd'hui. C'est pour ça que je vous propose en fait des parlements trans dans lesquels vous tous et tous vous êtes invités à participer avec nous et à vous révéler en fait contre une politique, pas uniquement la politique du Rassemblement national, mais la politique néolibérale qui est en train aussi de détruire notre vivre ensemble. Non, mais c'était à moi de gérer le temps, donc on a un peu de... Je suis désolé en fait parce qu'évidemment on a tellement besoin et envie en fait de parler collectivement que voilà. Mais du coup il nous reste encore du temps parce qu'on m'a dit que j'avais le droit de décaler un peu à de 13h pour poursuivre les débats. L'idée c'est d'avoir aussi un échange avec la salle et que vous puissiez prendre la parole. Donc on a encore du temps. Si vous avez des questions, des réactions, des interventions, n'hésitez pas. Il y a des micros dans la salle, je vois derrière. N'hésitez pas à lever la main pour les super intervenants et intervenantes à mes côtés. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Il y a une main par là. Là. Et merci de parler en mettant vraiment le micro proche de votre bouche. Allô? Ouais, ok. Je vais essayer de parler lentement et d'articuler. First, merci beaucoup pour vos partages. Ensuite, une de mes questions, c'est, mettons, nous, on est un jeune collectif qui parle d'érotisme principalement. Puis, perso, je fais de la psychiatrie dans des milieux autochtones ou de l'antipsychiatrie, je fais des milieux militants, je fais des shows. Et à part m'accumuler des burn-out, je sais pas ce que je change. Puis je me demande comment est-ce qu'on fait pour faire des choix en tant qu'artiste, mettons, qui sont intersectionnels ou transversales, je pense que vous appelez ça. Donc, des choix qui sont intersectionnels, puis qui vont pas reproduire des dynamiques capitalistes de productivisme. Ouais. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut rendre notre art puis nos choix de vie non pas seulement pro-révolution trans, mais pro-révolution anti un système cis-hétéro-patriarcal, colonial et capitaliste, en gros. Peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour répondre à la question. Oh, on a 3 ans, c'est ça? On ferme pendant 3 ans. Merci pour la question. Est-ce que Lola ou Maria, tu veux commencer à répondre? Voy a hablar cortito para que podamos hablar todos, todas, todes. El problema central de los colectivos, creo yo, por ahí me equivoco, es la cuestión identitaria. Y la cuestión identitaria es a veces formulada explícitamente o llevada adelante de forma inconsciente, de todas maneras. Entonces, somos interseccionales, pero puras mujeres, blancas, jóvenes, flacas. Entonces, creo que es muy importante
entender el colectivo como no identitario, como transidentitario, como antiidentitario, un mecanismo que yo pertenezco a un movimiento porque yo creo que esta lucha es colectiva, o apagamos la luz y vámonos a la mierda, ¿no? Así nomás. Entonces, nosotras todo el tiempo, una vez y otra vez y otra vez a lo largo de 30 años, estamos construyendo y reconstruyendo alianzas insólitas. Juntarnos con quien está prohibido juntarse, pero no en un acto cristiano caritativo, sino juntarnos con quien está prohibido juntarse desde la rabia, desde la rebeldía y desde la política concreta, no desde el discurso. Eso me gustaría decir. No, para mí... Ah, pardon. Espera, Lola. Alors, la chose que je veux dire, bon, peut-être j'ai raison, en fait. Je crois que la question du collectif, c'est que, et ça nous concerne tous, le problème central qu'a le collectif, je crois, et je peux me tromper, c'est le fait qu'il est identitaire, en fait. Il est formulé de manière explicite, en même temps, on l'a dans l'inconscient, comme étant intersectionnel, mais voilà, je suis jeune, je suis femme, je suis blanche, et je crois que ce qui est très important, c'est qu'un collectif, il soit non identitaire, il soit transidentitaire, il soit anti-identitaire. Oui, c'est pas je suis, mais c'est nous sommes. Nous sommes que des blanches, que des jeunes. Ouais. Et j'appartiens à un collectif, en fait, où depuis 30 ans, on construit et on reconstruit des alliances insolites, et pas comme acte chrétien et charitable, mais des alliances qui naissent de la rage, qui naissent de, quelque part, l'envie d'être avec des personnes avec lesquelles on ne serait pas supposé être, en fait. Et donc, c'est arriver à refaire un collectif de manière politique et pas depuis un discours. No, solo quería agregar que estamos en un festival en Aviñón donde la entrada cuesta 40 euros. Para ver una obra. Y lo que quiero decir es que también está la cuestión de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a la cultura. Y en el trabajo que hicimos a lo largo de este tiempo, es un trabajo de colaboración entre quienes tuvimos acceso a la cultura y quienes nunca lo tuvieron, y en ese sentido es ahí donde aprendemos, damos nuestras herramientas a otras personas de que aprendimos porque fuimos a las universidades, porque tuvimos acceso a cierta educación, etcétera, y esas personas también nos dan herramientas para resistir y también nos enseñan cosas, y es en esa colaboración que hay que pensar y en cómo hacer esta cultura, este espacio, un espacio para todos y no solamente para los que pueden pagar una entrada de 40 euros. Oui, je voudrais juste ajouter en fait qu'on est dans un festival, le Festival d'Avignon, où l'entrée pour un spectacle coûte une 40aine d'euros. Donc ça pose vraiment la question de qui a accès à la culture. Et le travail qu'on fait, nous, qui avons eu accès à la culture avec des personnes qui n'y ont jamais eu accès, c'est un travail, bien sûr, de partager des outils qui nous ont été donnés parce qu'on a été à l'université, etc. Mais il faut bien penser que les personnes avec lesquelles on travaille nous enseignent aussi des choses, nous donnent aussi des choses, et ces collaborations, on doit les penser comme un échange de savoir et bien évidemment aussi dans la question de qui a accès à la culture ou pas.
Peut-être je vais m'éteindre parce que pour donner plus de temps à la parole, en fait, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais si personne ne parle, en fait, je dirais quelque chose. Tu favorises pas la parole en disant ça, je suis pas sûr. Mais est-ce qu'il y a une personne qui lève la main là-bas? Bon, il y a des personnes qui lèvent la main. N'hésitez pas à être bien visible sur le lever de la... Et de vous approcher, si vous pouvez, vers nos porteurs et porteuses de micro. Voilà. Mais en attendant... Bonjour, merci pour cette rencontre vraiment passionnante. Moi, je voudrais juste introduire une réflexion. J'ai beaucoup entendu parler de questions, on va dire, d'appartenance raciale, de genre, de sexe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension qu'on a peu abordée, qui est celle des riches et des pauvres. Et moi, je milite au Secours catholique, par exemple, et je me rends compte qu'en fait, on a une situation sociale extrême en France. Alors, notre camarade bolivienne doit être confrontée à une situation encore pire. Mais je veux dire, il y a un moment aussi où peut-être, comment, dans cette perspective trans-révolutionnaire, parce que j'aime beaucoup la terminologie de Paul, on pense la question des rapports de production et de la lutte radicale contre la misère. Moi, je suis étonné parce que c'est Julien Delberg, c'est un écrivain que j'adore et que c'est aussi un ami. Mais Julien, il faut arrêter d'aller au Secours catholique. Et ça fait partie du problème, en fait. Cette structure, en fait, de charité fait partie du problème. Donc, après, je comprends que... Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Moi, je te dis, tu nous demandes, en fait, qu'est-ce qu'on pense d'un point de vue, en fait... révolutionnaire et trans. Moi, je pense je trouve très difficile, en fait, de pouvoir travailler avec les secours catholiques. Non, pardon, j'aurais pas dû dire que le Secours catholique, je pense que ça va dévier sur un débat théologique qui n'est pas le sujet. C'est plutôt la question, c'est voilà, comment tu penses la lutte très concrète contre les inégalités sociales qui fait qu'aujourd'hui, il y a 9 millions de personnes en France, là je limite à la France, qui ont vraiment des situations sociales, des problèmes alimentaires concrets, et comment tu les intègres à cette dynamique, à cette révolution trans que moi auquel j'aspire. Je veux dire, mais voilà, comment à un moment on pense aussi, alors c'est pas pour faire le vieux marxiste relou, mais c'est comment on intègre aussi quand même ces questions d'urgence sociale dans cette perspective. Mais pour moi, c'est pas une question comment on les intègre. Moi, je pense qu'il faut nous parlons en fait d'un système total, d'un système qui est en même temps, qui est hérité du capitalisme colonial et qui est en même temps binaire, patriarcal, capitaliste, et dont la forme contemporaine du capitalisme, en fait, c'est un néolibéralisme autoritaire, terriblement violent, qui produit encore plus des inégalités, plus de violences à tous les niveaux, y compris économiques. Et donc la question pour moi, c'est pas du tout comment on les intègre, parce que ça reproduit encore les modèles, justement, par exemple, d'Amnesty International, on se place à l'intérieur, et comment on intègre les questions des pauvretés, soi-disant, les questions des précarité économique. Alors que la question, en fait, c'est comment on se politise ensemble. Comment on arrive à se politiser ensemble. Et donc, dans chaque domaine d'oppression et des subalternités, il y a des formes spécifiques de lutte et de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas, en tant que personne, aujourd'hui, par exemple, bon, je ne vais pas dire que je suis bourgeois, mais en tout cas, j'appartiens en fait je suis un producteur culturel, que quand même, je vis ma vie très tranquillement, économiquement, même si je pourrais être en danger par 1000 d'autres raisons. Mais donc, je ne peux pas fabriquer des stratégies de lutte, en fait, à ce niveau-là. Mais par contre, en fait, je peux totalement travailler dans la déconstruction de ce régime néolibéral autoritaire aujourd'hui. Et de la même manière, en fait, en tant que personne qui est constamment subalternisée pour des questions de genre et de sexualité, je peux en fait travailler avec, en fait, si vous voulez, en fait, en mettant quelque part, en fait, presque donné comme un cadeau, en fait, les leçons de survivance que nous avons appris dans cette forme de subalternité. Mais c'est pas du tout la question, en fait, de comment on intègre
comment on intègre les personnes racisées, comment on intègre les personnes précaires économiques. La question, en fait, c'est comment on travaille ensemble. Et je pense que quelque part, parce qu'on a quand même pas mal travaillé ensemble aussi avec Julien, et on le fait en travaillant ensemble. C'est ça, en fait, la question. Ouais. Non, Hermano, je ne voulais pas dire comment on les intègre à la société normative, c'est comment on les intègre à la dynamique révolutionnaire, c'est ça la question. Mais ils sont une dynamique révolutionnaire. C'est ça, ce qui est absurde, en fait, ce serait imaginer que les gens qui sont dans une grande précarité économique, ils ne sont pas une dynamique révolutionnaire, et ils ne sont pas un discours de transformation et un discours révolutionnaire. Et ils sont aussi, en fait, moi je pense que c'est, pour le coup, en fait, ça c'est un ensemble de préjugés qui portent à penser que justement les personnes les plus stigmatisées économiquement, en fait, vont être immédiatement des votants du Front National ou des Rassemblements National. C'est peut-être pas du tout le cas. Mais ça c'est une discussion beaucoup plus large. Il y a encore une main là-bas. Si on a de l'autre côté de la scène, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup aux 3 intervenants et intervenantes. Okay. C'était super intéressant ce que vous aviez à dire. Ma question s'adresse plus aux organisateurs, organisatrices de l'événement, parce que je pense que je me sens un peu flouée par la description de l'événement et par son titre dont vous avez discuté de façon intéressante, Réalité transgenre. Je pense que, don't get me wrong, je ne suis pas très intéressée par les questions de représentation. Je trouve qu'on regarde trop les personnes trans et les transsexuels et qu'on ne nous écoute pas suffisamment. Donc, je ne suis pas particulièrement axée sur les enjeux de représentation, mais je suis quand même fascinée par le fait que c'est animé par un homme cis et qu'il y a, à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, aucune personne transféminine qui discute. Donc, ma question serait assez simple. Ce serait où sont les femmes trans dans cette discussion? Merci. Je pense que cette question, elle est hyper légitime et pour le coup, je ne sais même pas si c'est Amnesty ou le Festival d'Avignon qui est à l'origine de cette discussion, mais l'idée, c'était en tout cas de questionner la transphobie aujourd'hui et l'émergence des discours et des rhétoriques transphobes. Et après, pour le choix des intervenants et intervenantes, on s'est basé sur la programmation du Festival d'Avignon et on a essayé de mettre en avant les artistes qui, d'une manière ou d'une autre, parlaient de cette question. Mais vous avez complètement raison de souligner le manque de diversité ou le manque de représentation et je suis bien une personne cisgenre et blanche, mais je pense que comme le disait Paul tout à l'heure, c'est une question qui doit tous nous concerner. Donc l'idée, c'était justement à travers ces œuvres de parler de différentes manières du travail du sexe, des personnes trans en prison ou plus largement pas que des représentations, mais à travers Orlando, de la visibilité qu'on peut donner à des parcours. Donc voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est fait. On m'a demandé de modérer, je suis très content de l'avoir fait. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond, mais je ne suis pas de l'organisation. Donc En fait, la question, c'est que nous avons tous une responsabilité. Et en fait, c'est que c'est très facile, et ça, on le voit maintenant au moment des élections, en fait, c'est que quand la responsabilité politique nous touche directement, personne n'est responsable. Non, mais moi, je ne suis pas l'organisation, moi, je n'ai pas fait. Non, mais si, on a fait, en fait. On a fait, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où nous sommes habitués à parler des trans sans les trans, à parler des personnes travailleuses du sexe sans les travailleuses du sexe, systématiquement. Et ça pose des problèmes à personne. Au contraire, ça, c'est une manière, justement, de perpétuer l'exclusion. Et ça fait partie d'une violence épistémique, une violence institutionnelle. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais aussi révolté depuis le début, en fait, mais bon, il n'y a pas eu manière, donc c'est comme ça. Et c'est une habitude institutionnelle. Donc, souvent, en plus, on va dire, effectivement, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, on dira, non, mais il n'y avait pas. Mais il n'y avait pas, non, ce n'est pas une question. Comment il n'y avait pas? En fait, c'est évidemment qu'il y a des paroles, évidemment qu'il faudrait... Si on dit réalité trans, je ne dirais pas transgenre, mais réalité trans, évidemment qu'il faudrait des femmes trans, des personnes non-binaires, des personnes assignées intersexes à la naissance, qui puissent parler. Mais ce n'est pas une question d'identité politique, j'insiste. C'est une question, en fait, si vous voulez, de ne pas
invisibiliser la parole des personnes concernées. Imaginez une table organisée à Avignon, réalité noire, avec 3 personnes blanches et une personne noire. Mais est-ce que vous croyez en fait que ça serait possible? Non. Et bon, quoique, je regarde, quoique, oui, peut-être ça serait possible, mes amis. Effectivement, quoique serait possible. En fait, il faut arrêter. Et donc nous savons, et c'est très important, parce que si personne ne prend pas une responsabilité politique, et cette responsabilité, elle est déclinée à la première personne. À chaque fois qu'on prend la parole, il y a une responsabilité politique. Sinon, effectivement, il ne faut plus parler de démocratie, parce que la démocratie ne peut que fonctionner. Effectivement, une démocratie, ne pas néolibérale ou libérale, mais radicale, ne peut que fonctionner si vous êtes en fait un sujet politique entièrement responsable. À chaque fois. Donc oui, nous avons une responsabilité. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça aurait été très intéressant d'ailleurs de renverser cette table, déjà, en fait, cette situation de débat, en faisant participer. Mais si tu veux, moi, j'ai résisté tellement de toute façon le fait que, déjà, quand on dit réalité transgenre, ça pose des problèmes, comme je disais tout à l'heure, en fait, de toutes les tables à Avignon qui sont réalité cisgenre et dont on ne parle jamais. Donc, effectivement, à la fin, moi, je deviens ici comme un objet, si vous voulez, en fait, du zoologique. En fait, vous regardez, vous dites, mais c'est qui la personne trans? Du coup, en fait, Maria, elle est souvent plus trans que moi, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'être un homme. Voilà. Et les gens se disent, peut-être c'était Maria. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est cette question-là, en fait, c'est votre regard binaire qui vous fait immédiatement, en fait, chercher l'exception trans, en fait, et vous allez être très, très tranquille après. Ah ouais, c'était très intéressant, on n'entend jamais. Et finalement, c'était pas aussi bizarre, hein, ils sont quand même normaux. Bon, voilà. Donc oui, il faut se poser la question institutionnellement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Peut-être effectivement, il faut peut-être un peu un assaut aux institutions. Corto. Yo creo que la palabra en primera persona es un principio político, ético, fundamental e irrenunciable. Estoy muy de acuerdo contigo. Oui, alors je fais très court. Je crois que parler à la première personne, c'est un principe politique et éthique auquel on ne doit pas renoncer. No estoy aquí para hablar por las trabajadoras sexuales, ni por las personas trans, ni como mujer cis. Que quede claro. Estoy de forma insólita hablando en primera persona de una práctica política de la que soy responsable. Nada más. Oui, je ne suis pas là pour parler des travailleurs ou travailleuses du sexe, je ne suis pas là pour parler des personnes trans, je ne suis pas là pour parler des femmes cis ou comme. Je suis là comme une personne insolite qui parle à la première personne, qui parle de manière politique et qui dit je. Et non soy cis. Et je suis pas cisgenre. Je suis désolé pour les dernières prises de parole parce qu'on me fait signe que c'est terminé. J'ai pas le droit de prendre une dernière prise de parole, une unique, une dernière. C'est un peu tard déjà. Hein. On a un peu dépassé. On va continuer la conversation puisque aujourd'hui à 3h il y a les films de Maria Galindo. Demain il y a mon film à 15h. Ton film en fait et la pièce c'est lundi, c'est ça? À quelle heure? Non, dimanche et lundi. Dimanche et lundi. Mais si tu veux dire les soirs, en fait. À 18h. 18h. Y cuesta 5 euros la entrada. Ça, c'est le prix de l'entrée au cinéma Utopia, en fait. Il y a 2 projections de réas et une avec une discussion. Eh ben, merci à tous, merci à nos intervenants. Merci à notre traductrice, que quand même, c'était pas facile en fait de traduire. Nuestra venganza es ser felices. Ouais. Alors, soyez heureux, c'est ça. Notre vengeance notre vengeance sera heureuse. Notre vengeance, c'est
d'être heureux. Ah non, heureuse. mais gracias, Paul. Merci à tous. Là, j'en peux plus, moi. Merci beaucoup. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy buena tu última palabra. Siempre, por eso te gusta hacer última, porque eres muy buena haciendo la última palabra. Ay, muy bueno. A ver, escúchame. A mí lo que me gusta es rifar por besos el orden de la palabra, porque siempre quiero besar. Y me va muy bien con eso. Es por eso. No es trampa. Merci beaucoup pour cette radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Para todos. Hola, querido.